Bonsoir, pardon, bonjour à tout le monde. C'est un sujet un peu inhabituel pour moi, puisque je vais parler de la beauté, mais surtout de la laideur, pardonnez-moi par avance. Je vais surtout parler donc, de la laideur qui nous envahit et qui nous submerge. Alors peut-être vous rappelez-vous le tout début d'une saison en enfer de Charles Rimbaud, des vieux souvenirs scolaires. Il y a à peu près tout dans ce long poème en prose, il faut le dire, qui est un poème génial. Il y a à peu près tout le nihilisme du XXe siècle dans ce poème, qui a été jeté par Rimbaud alors qu'il n'avait pas 20 ans, comme une claque, la claque qu'un demi-dieu, valatrique insolent, a adressée à la société. Et Rimbaud disait, le tout début, « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où coulaient tous les vins. Un soir, j'ai assis la beauté avec un B majuscule, un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Et ainsi, Rimbaud a assis la beauté pour l'injurier copieusement. Mais Rimbaud, au moins, avait une excuse. Il a mis fin tout de suite à la comédie, de la farce, de la provocation. Et il est parti aux Afriques, comme disait Verlaine. Quand on demande à Verlaine et Rimbaud, il disait aux Afriques. Et au fond, Verlaine, à l'instar Rimbaud, pardonnez-moi, à l'instar d'un prêtre défroqué, a cessé de dire une messe, un culte auquel il ne croyait pas. Il a déserté le temple de l'art, en fait. Et à 20 ans, il a fait ça. Et évidemment, la place était à prendre, et les marchands du temple se sont jetés, les marchands du temple, les clowns, les escrocs, les faussaires. Et en réalité, les gens ont commencé, nous qui avons célébré la beauté depuis la nuit des temps, on a commencé à la massacrer, et puis à la massacrer avec une fureur iconoclaste, qui est une fureur sans précédent en réalité, qui n'a rien à voir avec les guerres de religion. Et l'homme s'est volontairement retranché dans une nuit sans poésie. Au fond, c'est comme s'il s'était crevé les yeux. C'est comme si nous étions crevés les yeux. Et pas une civilisation à laquelle on puisse comparer ce geste de répudiation de la beauté que nous, Européens, nous occidentaux, nous modernes avons fait. Toutes les civilisations qui nous ont précédés ont su créer leur forme propre, leur forme spécifique, leur architectonique. Et j'en veux pour preuve l'art pariétal européen, qui est un art qu'on retrouve sur tout le continent, vieux de quasiment 30 000 ans. J'en veux pour preuve les sociétés mégalithiques qui construisaient d'immenses tumulus, des tumulus funéraires monumentaux. J'en veux pour preuve les pierres levées, ce qu'on appelle communément les dolmens. Mais c'est la même chose dans tous les espaces de civilisation. Chaque civilisation a sa forme propre. Les bouddhistes ont la pagode, les chinois ont la porcelaine, les japonais ont l'art du jardin, les arabes la figure géométrique. Et nous Européens historiques, donc depuis 2500 ans, nous avons le Parthénon, les aqueducs, l'art roman, les cathédrales gothiques, les demeures royales. Donc chaque société crée cette forme propre, cette forme spécifique. Parce qu'à travers cette forme, on fait advenir un langage. On symbolise plastiquement, on symbolise figurativement, on symbolise architecturalement parlant une vision du monde. Que font les Grecs quand ils deviennent réellement grecs? Eh bien, ils créent ce qu'ils ont appelé une cosmogonie. La cosmogonie, c'est pas un mot savant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la cosmogonie ordonne le chaos du monde. Les Grecs parlaient de bel ordre du monde. En réalité, ça confère à une société son unité et son harmonie propre, une cosmogonie. Si vous voulez, ça fait entrer le contingent, ce que nous sommes, dans une forme d'éternel. Alors un éternel précaire, mais qui nous délivre de l'infinitude. Et donc c'est cela, l'art. L'art, de manière concrète, c'est enfermé dans une forme à la matière. Parce que sans cela, la matière se disperse. Et donc c'est par là, c'est un geste souverain que nous faisons quand nous décidons de faire quelque chose qui relève de l'art. Et par là, les hommes se déprennent des lois de l'univers. Et quelles sont-elles, ces lois de l'univers? Eh bien, c'est le chaos croissant, c'est le chaos des Grecs, c'est le désordre, c'est la mort. En termes physiques, c'est l'entropie. L'entropie, c'est la seconde loi de la thermodynamique. Je ne veux pas vous faire un cours de physique, mais c'est la loi la plus terrible de l'univers, puisqu'elle dit notre vérité, notre réalité. La première loi de la thermodynamique, vous la connaissez tous, si rien se perd, tout se transforme, c'est Lavoisier. Et la seconde loi nous dit tout autre chose en réalité. Elle décrit des processus de dégradation irrévocable de l'énergie à travers ce qu'on appelle des processus dissipatifs. Et en réalité, l'entropie, elle mesure le degré de chaos d'un système. Et pour nous, humains, là je ne parle pas de nous occitans, de nous français, je parle de nous humains, ce système, c'est l'univers. Et c'est précisément contre cette dégradation, contre cette intrusion du chaos que les Grecs se sont dressés, que les Grecs sont devenus Grecs. Mais ça, vous le retrouvez, ceux d'entre vous qui sont intéressés à l'histoire des religions, Mircea Eliade, tous les bouquins de Mircea Eliade nous expliquent que toutes les sociétés, en réalité, cherchent à conjurer ce chaos primordial. C'est le terme qu'emploie Eliade.
Raison pour laquelle chaque société a développé sa forme propre, sa forme artistique propre, qui est frappante en général en architecture. Et cette forme trace et délimite une frontière. Et nous alors, nous post-modernes, quelle est notre forme en réalité? Eh bien, c'est la forme de l'absence de forme. Ou si vous préférez, c'est la liquidation des formes. Sous la triple forme de l'informe, du difforme et de l'uniforme. L'uniforme au sens de l'uniformité. Et c'est ce que certains historiens de l'art ont appelé la fuite de la forme close. Je ne veux pas non plus vous faire un cours d'histoire de l'art, mais c'est assez intéressant. En réalité, cette fuite de la forme close, elle est visible partout en Europe. Et là aussi, dans le chaos et le nihilisme, l'unité européenne est frappante. Et elle apparaît avant 1914. La Grande Guerre n'est pas du tout en cause. En réalité, on peut voir même la Grande Guerre comme une fuite hors de la forme close. Songez aux orages d'acier de Junger. Et je vous donne quelques exemples. La technique romanesque de Marcel Proust, dont je prends de grands exemples, vous voyez. Eh bien, on peut dire que la technique romanesque de Proust, c'est une fuite hors de la forme close. On peut dire de l'architecture de Gaudí à Barcelone, ces enroulements, qui sont très beaux, indiscutablement, mais c'est une fuite hors de la forme close. Vous pouvez dire la même chose, mais alors là, dans un registre beaucoup plus négatif, du refus de la hiérarchie tonale chez Schoenberg. Vous pouvez dire la même chose de l'expressionnisme berlinois. Vous pouvez dire la même chose du cubisme parisien. Et je le redis, ce qui est frappant, tout ça se produit avant la Grande Guerre. Ce qui est frappant, c'est que ça touche tous les quartiers de la bohème artistique européen, en même temps, simultanément, sans qu'ils se soient concertés. C'est-à-dire qu'à Montparnasse, à Berlin et à Saint-Pétersbourg, il se produit les mêmes œuvres. Et donc, c'est donc les avant-gardes. Les avant-gardes qui, beaucoup plus que le foyer du modernisme, et c'est le sens de mon intervention aujourd'hui, auront été le foyer de nos codes esthétiques. Donc nos codes télévisuels, nos codes publicitaires, en réalité procèdent, à mon sens, et ça va être tout le sens de ma démonstration, procèdent à mon sens de cette avant-garde. Et l'avant-garde est devenue la norme. Et une fois de plus, c'est quoi la norme de l'avant-garde? C'est la norme de l'absence de normes. Et l'avant-garde est devenue notre nouvel académisme, qui est l'académisme de l'anti-académisme. Vraiment, la figure de style de notre monde, c'est l'antiphrase. Et je le redis, c'est là une esthétique, et sinon même une grammaire. Car il faut bien comprendre que nous vivons dans un monde qui a sa propre cohérence. Je veux dire, qui est aussi esthétiquement qu'idéologiquement cohérent. Et cette cohérence, on n'en sort pas, c'est l'incohérence des formes. Ou si vous préférez, leur métissage généralisé, pour politiser mon discours. Ou si vous préférez encore, leur hybridation. Et cette incohérence des formes fait sens. Elle se décline dans tous les domaines, pas seulement dans l'art contemporain. Et on peut donc à ce titre parler d'une grammaire de l'absence de forme qui dessine une sorte de paysage hermaphrodite, de paysage trans, qui est la signature esthétique de notre temps. Alors c'est particulièrement visible dans ce qu'on appelle l'art contemporain, mais vous retrouvez ce mélange, donc informe, difforme, uniforme, partout, dans la théorie du genre, dans la pandémie d'obésité qui frappe la Terre entière, dans le phénomène des transsexuels qui se multiplient aux États-Unis et qui vont arriver ici, qui arrivent déjà, dans la culture de masse, dans la world music, dans le graphisme, etc., etc., etc. Et je ne parle pas de l'architecture. Vous connaissez peut-être le mot du prince Charles, qui défend l'architecture néoclassique en Angleterre, et il disait qu'à propos des architectes anglais, qu'ils avaient plus de mal à Londres que la lutte à feu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vous dire la capacité de nuisance de ces gens-là. Et j'en fais appel à une comparaison que nous avons tous fait, c'est comparer un centre-ville historique que nous avons délibérément sanctuarisé pour le soustraire à l'enlaidissement programmé. C'est Malraux qui a commencé, mais comparer un centre-ville, on a tous fait ça parce que sont devenues nos villes. Ce ne sont plus des villes, nos villes mondes. Ce sont des conurbations tentaculaires, monstrueuses, reliées par des rubans de macadam qui s'empilent et qui alignent toujours le même paysage androgyne. Donc l'androgynie, toujours l'indifférenciation, toujours l'absence de forme. Quand je dis androgyne, ça veut dire que défilent, vous êtes en train par exemple, dans une banlieue quelconque d'une grande ville, défilent des barres d'immeubles, de l'habitat pavillonnaire, de la friche industrielle, de la végétation sauvage, des graffitis. Et toutes les villes se ressemblent, toutes les villes offrent ce même type de paysage. Et donc là, nous sommes de nouveau dans l'indéterminé, c'est-à-dire l'inaptitude à créer notre propre forme. Bref, le contraire de la cité antique, avec Romulus traçant le sillon sacré de Rome, mythique, mais peu importe, ça fonde une cité, ou bien ce qui était l'enceinte dans la cité médiévale.
Et tout cela, c'est le résultat de ce long processus de liquidation des formes, ou de liquéfaction des formes, qui n'a rien d'autre à opposer à l'entropie, j'y reviens, à l'entropie croissante suscitée par le capitalisme. Ce que j'appelle, moi, la siliconisation du monde, de silicone. Et l'art contemporain est la traduction plastique. C'est la chirurgie esthétique appliquée aux beaux-arts. Et l'art contemporain a littéralement liposucé Mona Lisa, botoxé les danseuses de Degas et repoitriné toutes les Vénus de Milo du monde. Et je le redis, je parle de l'art contemporain, mais je pourrais parler de toute autre chose. Je pourrais parler d'une émission de télé-réalité, ou je pourrais parler d'un match de catch américain. C'est la même chose, ce sont les mêmes univers régis, ce sont des univers différents, pardon, mais régis par les mêmes codes esthétiques. Et au fond, l'art contemporain est pour les milliardaires ce que le catch ou le Super Bowl sont pour les catégories populaires. C'est la même obscénité. C'est l'obscénité, je rappelle la racine plurielle de l'obscénité, obscéna, c'était une des racines, c'est les excréments, l'obscène. Et en fait, étonnamment, c'est obscène et ça n'arrive pas à faire jouir, ni à jouir. C'est étonnant. Il n'y a pas une installation d'art contemporain qui ne fasse l'aveu de sa frigidité immédiate ou de son impuissance. Et j'en veux pour preuve que dès qu'on met les pieds dans une galerie, dans quelconque capitale européenne, on est pris d'un sentiment réfrigérant, dépressionnaire, tellement il n'y a rien. Et j'adore ce mot, je crois qu'il est de Corbusier, c'est l'homme né dans un hôpital, meurt dans un hôpital, il est normal qu'il vive dans un hôpital, et aidé par nos actes. À vérifier si c'est le Corbusier, je le recherche toujours. Et donc c'est l'appel du vide, et vous retrouvez, donc ça se dit l'appel du monochrome, l'appel du monosyllabique. Donc voilà l'esthétique de notre temps. Et bien en quoi consiste-t-elle cette esthétique? C'est d'abord une esthétique de la banalité. La Bible de l'art contemporain, là encore je ne veux pas trop m'attarder, c'est la transfiguration du banal. Et dans ce sacre de la nullité, il y a un personnage, je suis obligé de vous en parler, mais certains d'entre vous le connaissent, qui va jouer un rôle central, qui est un des plus grands mystificateurs du XXe siècle, c'est Marcel Duchamp, le français Marcel Duchamp. En 1917, il expose au public new-yorkais son fameux urinoir en céramique. Bref, il révoque en faisant cela, il révoque plusieurs siècles de l'histoire de l'art, et surtout il se place en dehors du champ juridictionnel de l'art. Et quel était l'objectif de Duchamp? Parce que Duchamp a beaucoup écrit, c'est un homme intelligent. Breton disait l'homme le plus intelligent du XXe siècle, c'est vous dire. Et l'objectif de Duchamp, c'était, selon ses propres mots, de se servir d'un tableau de Rembrandt, je cite Duchamp, je n'extrapole pas, de se servir d'un tableau de Rembrandt comme d'une table à repasser. C'était l'objectif fondamental de Rembrandt. Mais en réalité, il s'est produit l'inverse, parce qu'il y a toujours un mais. C'est la table à repasser, en réalité, qui a été élevée par dérision au rang d'œuvre d'art. Et si vous regardez Jeff Koons et les autres, vous verrez qu'il y a, au lieu de mettre, comme les reliques d'autrefois, les saintes reliques, ils en chassent des champouineuses. Donc, en effet, la table à repasser est devenue, pour le coup, une œuvre d'art. Et le meilleur élève de Duchamp, c'est Andy Warhol, plus pâle que Woody Allen, plus dépressif que Troupy, plus migraineux que Houellebecq, que je n'aime pas trop, pardonnez-moi. C'est la tête de gondole de l'art contemporain. Et si le turbo-capitalisme a un visage, c'est là qu'il faut le chercher. Andy Warhol en est la charte graphique, l'expression esthétique et le produit dérivé. Mais cette esthétique, c'est aussi le difforme, c'est aussi le laid, c'est aussi le monstrueux, et qui est en phase, là aussi, avec notre monde génétiquement mutant. À la fois anorexique et obésiforme, à la fois minimaliste et monumental. Et c'est le règne du transformisme. On parlait autrefois au Moyen-Âge de tératologie. C'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'il sonne bien à l'oreille. Tératologie. La tératologie, c'est la science des monstres. Et l'art contemporain, l'esthétique de notre temps, réouvre un chapitre que les Grecs avaient clos justement en créant leur cosmogonie. Qu'est-ce qu'ont fait les Grecs en créant leur cosmogonie? Ils ont renvoyé dans les ténèbres extérieures les titans. Les titans, c'était des forces, on n'ose pas dire des formes, obscures, inconscientes, violentes, archaïques, brutales. Et les Grecs, quand ils deviennent vraiment Grecs, ils les rejettent dans les ténèbres extérieures. Et nous les réintroduisons dans notre monde. Et cela va donner lieu à l'institutionnalisation de la provocation. Je vous donne 3 exemples, mais vous les connaissez, mais simplement ils sont tellement grotesques. Il y a la merda d'artiste, donc la merde d'artiste de Manzoni, le plasticien, et pas le romancier, et il avait mis ses propres défécations dans des boîtes de conserve, tenez-vous bien, qui vendaient à la grande époque, années 60, au cours de l'once d'or.
Et ça se vendait, ça se vendait. On a tous entendu parler du Peace Christ, hein, que trempé dans les saintes urines. Au fond, c'est plus les saintes huiles, c'est les saintes urines d'Andrés Serrano. Et je vous donne celui-là parce qu'il est tellement énorme, je n'ai plus le nom de la plasticienne. Elle se masturbe sur scène devant donc, la foule, et puis elle tend une lampe de poche, une lampe torche aux spectateurs pour qu'ils viennent fourrager son vagin. Voilà l'art contemporain tel qu'il peut se déployer aujourd'hui. Mais plus important encore, je pense, la forme, c'est aussi et surtout la passion de l'indifférenciation, de l'hybridation. Donc je reviens au métissage pour politiser mon discours, qui est l'expression privilégiée du désordre contemporain. Et elle est visible dans le triomphe du kitsch, du latex, de Lady Gaga. Je veux dire, c'est partout, c'est des OGM, de la bourse. On retrouve, ça se décline partout, ces codes esthétiques. Et je crois que peut-être qu'on se trompe à penser que c'est Picasso, Malevich, Kandinsky, enfin que notre monde sort que de Picasso. En réalité, il sort, et c'est un académicien, Marc Maroli, qui l'a, je trouve, magnifiquement démontré, il sort de la rencontre inopinée Notre Monde, donc le code esthétique de notre monde, de l'urinoir de Duchamp, et d'un personnage que nous, Français et nous, Européens, connaissons mal, c'est Barnum. Et Barnum, on ne peut pas comprendre le phénomène Trump, quel que soit le jugement qu'on porte sur Trump, sans tracer cette généalogie de Barnum. Barnum, pour mémoire, de son vrai nom Phineas Taylor Barnum, de 1810-1891, de paix à son âme. Et Barnum avait le génie de la formule. Et il allait partout disant « les gens aiment être charlatanisés ». Et les aphorismes de Barnum, croyez-moi, valent très largement ceux de Schopenhauer, de La Bruyère et de La Rochefoucauld. Il fondait tous ses espoirs sur la bêtise des gens, Barnum. Et il professait que chaque minute, une femme met au monde un pigeon, un nouveau pigeon. C'était au XIXe siècle, j'ai regardé sur Internet, aujourd'hui c'est chaque quart de seconde qu'une femme au monde accouche d'un nouveau pigeon. Et avec un tel catéchisme, le succès était garanti. Barnum ne cherchait pas l'or, il l'avait trouvé, c'était la jobardise du public. Inépuisable filon. Et c'est le premier à exploiter à échelle industrielle la crédibilité du public. Si je parle de Barnum, c'est parce que son American Museum, au XIXe siècle, pendant un quart de siècle, va drainer 38 millions d'Américains. Et c'est la première grande foire d'art contemporain, en fait, le musée américain de Barnum, ou pré-contemporain, si vous préférez. Il y avait des monstruosités criardes absolument baroques et loufoques, mais qui valent après tout les créations, avec toutes les guillemets d'usage, de ces écornifleurs de vol que sont Jeff Koons, rebaptisé Michel-Ange, Damien Hirst, le pif gadget incrusté d'or de l'art contemporain. Son crâne serti d'or s'est vendu à 100 millions de dollars. Maurizio Cattelan, qui se flatte de ne pas avoir d'atelier mais un téléphone portable. Et vous vous rappelez le plug anal de McCarthy, la valeur de vagin de la reine de Amish Kapoor, ça c'est tout. Mais bref, on est au cœur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est au cœur de la société du spectacle. On est à mi-chemin, c'est pour ça que Barnum est important, on est à mi-chemin d'Hollywood et de Halloween. Et tout notre problème à nous, c'est que c'est une superproduction mondiale. Et vous admettrez qu'elle sera difficile à déloger, ou à renverser cette superproduction, parce qu'il y a beaucoup d'argent derrière. Mais c'est néanmoins sur quoi on doit s'atteler. Alors le bon point, c'est que de toute évidence, nous, réunis, mais pas seulement nous Européens, nous ne sommes pas des êtres conçus pour la laideur. Le lait nous enlaidit, vous pardonnez la tautologie, mais je crois qu'elle s'impose. Le lait nous avilit, il rabaisse notre condition d'homme et notre condition d'Européen. Et tous les Européens qui consentent à la laideur offensent en fait le génie, leur continent. Et nous devrions nous rappeler de ce vers d'Hölderlin sur lequel Heidegger a médité des dizaines de fois, à travers des dizaines de textes, l'homme habite en poète sur cette terre. Alors ça, c'est le bon point. On n'est pas fait pour la laideur. Le mauvais point, c'est que la beauté, d'où la difficulté de mon intervention aujourd'hui, c'est que la beauté, ou la poésie, si vous préférez, ne se décrète pas. On n'a pas la capacité à la créer ex nihilo, sur un claquement de doigts. Et quand bien même on l'aurait, la beauté, dans le monde qui est le nôtre, serait condamnée à la clandestinité. On sait, notre société, sait, comme aucune autre avant elle, transformer la matière. Mais comme aucune autre avant elle, elle ne sait pas la transfigurer. Alors comprenez-moi bien, je parle de notre époque, et si dans la salle il y a des artistes, je ne parle en aucun cas des artistes. Le drame de notre temps, c'est qu'il y a quantité d'artistes, et de grands artistes.
plutôt un littéraire, je pense à des romanciers, il y a de très grands peintres aujourd'hui, quoi. Mais justement, ils ne représentent pas l'esprit du temps. Ou alors ils le représentent si bien qu'ils sont devenus intolérables à ce temps. Et c'est pour cela qu'ils n'ont pas le droit de citer, qu'ils sont condamnés à la clandestinité. Et pour parler de langage de la sociologie de Bourdieu, qui n'est pas ma chapelle, comme vous en doutez, il n'empêche, hein, ces artistes sont dominés. Nous sommes dominés. Ils sont dominés, nous sommes dominés dans le champ des représentations. Notre représentation, j'allais dire leur, mais c'est la nôtre, hein, notre représentation du monde, hein, parce qu'elle est classique, parce qu'elle aspire à la noblesse, parce qu'elle est figurative, hein, parce qu'elle est enracinée, qui est le thème de mon intervention, a été mise au rebut de l'histoire de l'art. Et la vraie guerre, une fois de plus, c'est là. C'est une guerre culturelle. Hein. C'est une guerre des représentations. C'est une guerre des conceptions du monde. C'est donc concept contre concept, modèle contre modèle, esthétique contre esthétique. Or, de fait, hein, parce que notre conception du monde n'est pas prédominante, hein, nous ne parvenons pas à imposer nos critères de goût et de jugement. Nos critères de goût et de jugement n'ont pas le droit de citer, eux aussi. Eux non plus, pardon. On a beau être la majorité, je crois qu'on est la majorité, on est mis en minorité dans le champ de représentation. Donc c'est sur ce terrain-là, le terrain de la guerre culturelle, qu'on doit livrer bataille. Alors vous allez me dire, fort bien, monsieur Bousquet, mais que faire concrètement? Eh bien, quitte à vous surprendre, je ne crois pas que, en tout cas moi je ne suis pas susceptible, en mesure de vous parler de la beauté. Il est à peu près, je crois, impossible, pas seulement pour ce qui me concerne, de discourir en termes généraux sur la bonté. Tous les philosophes, et quasiment tous, y sont essayés, à peu près tous, s'y sont cassés les dents. Donc je ne vais pas m'exposer au ridicule de poursuivre cette entreprise qui est peut-être un peu vaine. La beauté est toujours concrète, elle est toujours particulière, c'est toujours une œuvre, la beauté. Elle a une identité singulière. Il y a un mot savant, mais qui est un beau mot, alors il faut le citer, ça s'appelle une idiosyncrasie. C'est le caractère de ce qui est propre à l'idiosyncrasie. En fait, le beau n'est pas un nom commun au sens lexical du terme, c'est un nom propre, le beau. Ensuite, je l'ai dit, mais je le redis, nous ne manquons pas de grands artistes, hein, ni de grandes œuvres. Hein. Mais ces artistes et ces romanciers, quand ils parviennent à percer le mur du silence, et beaucoup d'entre eux parviennent à le percer, sont condamnés à une forme de clandestinité. Ce sont ce qu'on appelle en sociologie des passagers clandestins. Et tout le problème pour nous, c'est de faire en sorte qu'ils ne voyagent plus en passagers clandestins. Et c'est pour ça que c'est une guerre culturelle. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces artistes voyagent sur le pont. On veut que ces artistes soient à la barre, on veut que ces artistes conduisent le navire amiral européen. Donc toujours la guerre culturelle. Hein. Et donc c'est le sens de mon intervention, toute prétention mise à part, porter le fer contre l'ennemi. Car à cette question lancinante de la beauté, on n'a pas de réponse, en tout cas j'en ai pas. On a seulement des certitudes quand la beauté se manifeste dans sa splendeur ou son dénuement. Elle a la vertu de nous transpercer le cœur et de nous fendre l'âme. Breton disait de l'œuvre que la force de l'œuvre, c'est qu'elle produisait sur nous comme une commotion, c'est-à-dire un choc en fait, qui nous remue de fond en comble. Alors je voudrais finir mon intervention sur une phrase qui est un peu bateau, mais c'est une phrase qui est tellement belle. Hein. Vous la connaissez, c'est la phrase de Dostoïevski, c'est la beauté qui sauvera le monde. Hein. En réalité, c'est dans l'idiot, toujours l'idiosyncrasie, c'est dans l'idiot que la phrase... Le prince Muchkine ne la prononce pas, cette phrase. Il y a un personnage dit que le prince Muchkine a dit que la beauté sauvera le monde. Le prince Muchkine se contente de dire que c'est une énigme, le mot. Et en effet, c'est une énigme. Hein. Et on s'est beaucoup interrogé sur cette phrase, les philosophes, en disant pourquoi la beauté, pourquoi sauver le monde, le monde est-il à sauver, et pourquoi pas la bonté, pourquoi pas l'ordre, pourquoi pas la justice, pourquoi la beauté. Pour ce qui me concerne, moi, le premier jour où j'ai entendu cette phrase, je l'ai prise au premier degré, et depuis, elle résonne en moi et m'accompagne. Je crois profondément que la bonté d'âme, je dis bien la bonté d'âme et non pas la beauté, la bonté d'âme, la beauté, ce que les Grecs appelaient le bel ordre du monde, coïncide dans ce miracle qui est une civilisation. Et aujourd'hui, nous traversons une phase de décivilisation. Et je crois profondément que s'il y a lutte, et il y a lutte, hein, sur le sujet de l'esthétique, la lutte n'est pas une lutte des classes, en aucun cas une lutte des classes. C'est la lutte c'est une lutte qui est millénaire entre les poétiques, les chevaleresques, ce que Léon Bloy appelait les belluaires, contre les porchers, ce que Céline appelait... Je reprends, pardonnez-moi.
Je crois profondément oui, que s'il y a lutte, et je crois qu'il y a lutte, c'est pas une lutte des classes, c'est une lutte des délicats, des poétiques, pardon, des chevaleresques, contre la classe prédominante des vulgaires, ce que Céline appelait les lourds. Vous savez, Céline, dans ses dialogues, ils sont lourds. Et donc, Longbois avait parlé des belluaires et des porchers. Et c'est une lutte, en réalité, notre lutte, c'est une lutte des belluaires contre les porchers. Bref, entre ceux qui portent les colonnes du temple, nous, sans flatter notre ego, et ceux qui les profanent. Hein. Et cette lutte millénaire des belluaires, des chevaleresques, des poétiques, hein, sinon des poètes, hein, cette lutte a toujours été emportée par la beauté. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas désespérer du lait qui est en train de nous submerger et tout envahir. Il n'est jamais appelé à durer. Donc viendra un temps, mais si nous pouvons l'accélérer, tant mieux, pour faire ressurgir du beau dans nos vies. Merci de votre attention.